Bonjour Gilles, le numéro 15 va sortir. Nous avons un challenge cette année dont tu vas nous parler, je suppose. C'est une année compliquée. Déjà, le fait que ce soit le 15e, ça montre quand même que depuis le début de ce journal, beaucoup de choses ont été traitées, mais aujourd'hui, c'est tout à fait particulier, puisque nous avons la fin de notre convention qui aura lieu au 31 décembre de cette année, et une décision de la mairie sur le renouvellement ou pas de la convention va avoir lieu à partir du mois de septembre. Donc pour nous, nous nous préparons. Le comité travaille de façon importante depuis plusieurs mois pour que nous soyons prêts à répondre exactement aux demandes qui vont être formulées dans le cahier de charges de la mairie. On est confiant, on va faire le maximum et nous faisons le maximum. Nous vous avons envoyé il y a quelques jours un document pour vous mettre un petit peu au courant des informations importantes concernant l'organisation des assemblées générales. Nous ne pouvons pas organiser d'assemblée générale élective avant la connaissance de la décision de la mairie. Donc notre objectif, en tout cas, c'est de se battre pour soumissionner, bien entendu, et que notre offre va refléter les valeurs de notre golf. L'organisation du terrain, ensuite le sport, qui est quand même l'ADN de notre golf. Bien entendu, tout ce qui est sociétal, toute l'animation qui fasse que ce groupe est un groupe uni, et puis enfin le rôle que nous occupons au sein de la ville. Donc tous ces éléments-là font que nous avons des armes pour nous battre, nous avons des armes pour présenter un dossier, nous ferons tout pour gagner. Donc moi je pense que nous gagnerons. Bonjour monsieur, alors on est sur le départ du 15. Bonjour, oui. Qui s'est bien modifié. Oui, on a dû le modifier parce qu'il y avait 3 petits plateaux jusqu'à là, qui à force étaient bombés, un peu surexploités. Donc on a profité pour refaire un plateau simple de 30 mètres de long qui va regrouper le départ jaune, blanc et noir. Donc voilà, on est en train de mettre l'arrosage, de prévoir l'arrosage pour le boucler. Et après on va remettre en place la terre végétale. Donc tout ce gros tuyau là va irriguer le départ. Irriguer tout le départ. Et vous mettez combien d'arroseurs là sur le départ du coup? Il y en a 5 en tout là. 5 arroseurs qui se recoupent en triangulation finalement. 2 là au niveau des piquets, qui sont dans la tranchée bien sûr. Et après il y a des petits drapeaux rouges de l'autre côté où on les a déjà positionnés par rapport à la triangulation qu'on a fait au préalable. Il faut considérer combien de temps avant qu'il soit utilisable le départ? Un mois et demi ou 2 mois après le semis. Ouais. On va faire en sorte de chouchouter pour qu'il reparte bien. D'accord. Puis c'est un départ qui est quand même assez à l'abri il n'y a pas trop d'arbres autour. Il y en a moins. Qui va avoir un peu de soleil. Oui, voilà. Ouais. Vous avez fait beaucoup de travaux cet hiver là? Cet hiver, on a continué en fait de nettoyer les sous-bois. On a coupé les branches basses pour éclaircir un petit peu, pour favoriser la circulation de l'air. Et favoriser aussi la recherche des balles, ça aère un petit peu les trous. On a fait ça. On a aussi, ça nous tenait à cœur avec Robin de garder une qualité de jeu. Donc pour ce faire, on a continué à fertiliser légèrement les fairways en liquide. Alors ce qu'on peut voir sur la vidéo, c'est que je suis en train de passer une pulvérisation sur les fairways et c'est de l'engrais liquide en fait. C'est le seul moyen de nourrir le brin, nourrir le gazon pendant l'hiver, car les températures ne nous permettent pas de le nourrir directement par la racine. Donc on nourrit en pulvérisant de l'engrais directement, c'est le brin qui se nourrit directement. Et ça nous permet de garder des belles surfaces et des denses et des belles surfaces de jeu en hiver. Et c'est impératif. C'est sûr que les gens apprécient beaucoup l'état du parcours cet hiver. Après les greens aussi, on voulait aussi garder une qualité de roule. Donc on a passé des aiguilles de 8 mm assez régulièrement, enfin toutes les 4 semaines. Et donc ça permet en fait de favoriser les échanges entre le sous-sol et l'extérieur. Et ça permet d'assainir en fait le green, donc le rendre plus ferme. On a fait une succession de roulages aussi pour permettre de rectifier les imperfections du sol et puis de rendre le green roulant. Donc c'est pour ça qu'on n'est jamais trop descendu sous les 3 mètres de vitesse de green. Pendant et Robin, les roulages, vous faites ça à quelle fréquence à peu près?
Actuellement, il y a 3 roulages par semaine à peu près, mis à part si on a vraiment du temps pluvieux. Mais vu que l'hiver, le gazon pousse moins, on tond moins souvent. On rehausse les hauteurs de tonte parce que sinon ça pourrait favoriser la maladie, donc on rehausse un petit peu les hauteurs de tonte. Donc pour garder une roule similaire, on va dire, avec la belle saison, eh ben, on roule plus souvent. On essaye de rouler plus souvent. Et là, les fairways, on trouve qu'ils sont assez rares en ce moment. Hein. Ils sont un petit peu moins ras que pendant la saison estivale. Ouais. Ils sont à 14 mm à la place de 12, pour tout vous dire. Ouais, quand même, ouais. Donc ça change pas grand-chose, mais bon, on a préféré les garder à cette hauteur-là pour garder aussi un bon calage. Quand on rehausse aussi la hauteur de tonte, des fois on perd un peu de densité. Nous, on préfère faire de l'hiver avec une bonne densité. Plus dense, mais moins, ouais. C'est vrai que ça porte bien la balle, mais que c'est pas... Quand c'est assez rare, c'est vrai que les coups sont plus difficiles. Ouais. Mais oui. Alors là, monsieur, vous êtes le fontainier. Le fontainier d'Osgore. Le fontainier d'Osgore. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes... Je refais l'arrosage du green et du départ. Là, vous vous occupez du green du 14. Parce qu'on avait un branchement vétuste là et beaucoup de coudes, donc beaucoup de pertes de charge et des baisses de pression. D'accord. Et comme on va augmenter le débit sur la voie des départs, il faut augmenter la puissance d'arrosage. Des gros travaux. Mais la puissance d'arrosage, ça se règle pas là où vous êtes, si? Si, parce que vous avez des pertes de charge énormes sur le montage qui avait existant, avec beaucoup de coudes à 90 degrés. Donc beaucoup de chute de pression, de perte de charge, on appelle ça. D'accord. Voilà. On a changé un peu de stratégie là, pour l'entretien des bunkers, grâce à Robin qui nous a apporté son savoir-faire du golf national. Ouais. En fait, ici, on a souvent des problèmes de balles pluguées dans les buts. Donc, on fait en sorte de lisser et de raffermir toutes les pentes pour faire redescendre les balles. Le problème, c'est qu'avant, les jardiniers, quand ils venaient, ils ratissaient l'ensemble du bunker et ils réparaient les pentes avec les dents du râteau. Ce qui faisait qu'ils foisonnaient le sable, ils apportaient de l'air à l'intérieur du sable et le plug de la balle qui vient ploguer dans la pente, on l'a favorisé en faisant comme ça. Donc là, en lissant avec le dos du râteau, comme ils sont en train de faire, ils chassent l'air qui est à l'intérieur du sable. S'il est un peu humide, c'est encore mieux, ça le compacte, ça compacte le sable tout simplement et ça évite, en tout cas ça limite les plugs quand la balle elle arrive et elle heurte la pente. Le but c'est qu'elle heurte la pente, qu'elle redescende sur la surface la plus plate possible pour que le joueur n'ait pas un choc, des balles pluguées qui approximatif. Donc ça améliore, ça n'empêche pas qu'il y ait quand même des plugs de temps en temps, mais voilà, on essaye d'améliorer, ça prend beaucoup plus de temps qu'avant. Après il y a des sables qui se compactent mieux que d'autres. Ici, le sable, c'est le sable qu'on appelle du site, on a dans les bunkers. Donc, c'est ce qui était plus facile, j'imagine, à mettre dans les bunkers à l'époque, parce qu'on le trouvait partout. Voilà, ça représente un gros investissement que de changer totalement le sable des bunkers, en sachant qu'ici, c'est hyper sableux, on n'a pas un réel fond de forme en dessous, quelque chose de dur. Donc, on est obligé de composer avec ces sables-là, et moi, je suis persuadé qu'en continuant comme ça ne pourra que être mieux. Améliorer les choses. Ça ne pourra que être mieux. Là, on voit pas mal de coupes de branches qui ont été faites sur cet arbre. Qu'est-ce que c'est cet arbre? D'arbousier. D'accord. Ici, il y a plusieurs étages dans cette forêt. On a les pins, les chênes au liège, les chênes et les arbousiers. Et après les fougères. Donc on a vraiment plusieurs étages. Et là, le fait de dégager justement cet étage bas, on éclaircit un peu ces arbousiers, les chênes au liège. Ça permet de favoriser la circulation de l'air. Bonjour Charles, on est au trou numéro 11. De quoi veux-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler des longs coups tapés depuis les bunkers de parcours. Soit pour atteindre le green, soit pour s'en rapprocher au maximum. Alors, tout va dépendre déjà du placement de votre balle dans le bunker. Il est vrai que si votre balle est placée près de la butte, vous n'allez pas avoir grand choix que de prendre un club assez ouvert pour déjà la passer et en sortir de cet obstacle. En revanche, si votre balle est placée au milieu, voire au début du bunker, et que votre butte n'est pas très haute, n'hésitez pas à prendre des clubs plus fermés, de façon à faire justement suffisamment de longueur. Et par rapport au choix des clubs, un club très tolérant que vous pouvez jouer, c'est un hybride, voire un petit bois de parcours, bois 7, bois 5. Alors voici le rescue que moi je vais utiliser, qui est le mien.
et qui est, comme je vous disais auparavant, un club très tolérant de par sa surface en dessous qui est assez lisse et qui va permettre justement dans le bunker de glisser plutôt qu'en comparaison avec un fer qui lui, avec son arête, aura plus de chances de rentrer dans le sable et dans ce cas-là, le contact sera moins évident à avoir. Pour l'exécution du coup et des petits points techniques que je vais vous expliquer ici, n'oubliez pas, pour faire ce grand coup de golf dans le bunker, il vous faudra avoir un minimum d'écartement des pieds de façon à avoir de la stabilité nécessaire, sachant qu'on est sur un sol meuble. Donc n'hésitez pas avec vos pieds à vous enfoncer un minimum pour chercher votre stabilité. De ce fait, étant donné qu'on s'est enfoncé un peu dans le sol, nous nous retrouvons un petit peu en dessous du niveau de la balle. Donc, par conséquent, nous allons prendre notre club un peu plus court par rapport à notre habitude. De ce fait, vous allez pouvoir exécuter votre swing comme si vous étiez sur le fairway. Voilà. Alors là, je suis donc au milieu de l'obstacle, la butte ne me gêne pas vraiment et je suis à une distance où je peux atteindre le green. En revanche, cette distance-là, si j'avais été sur le fairway, pour ma part, j'aurais dû prendre un fair 8. Mais comme étant dans le bunker, je sais très bien que je vais perdre de la distance après mon coup. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre un club, voire 2 clubs de plus, de façon à atteindre l'objectif. Donc moi, étant donné que je suis donc sur une distance de fair 8, j'ai pris un fer 6 et je continue sur le même principe que j'ai fait avec mon hybride tout à l'heure. Je vais me placer devant la balle, je vais écarter mes pieds suffisamment pour avoir de la stabilité, enfoncer mes pieds pour en avoir un tout petit peu plus et je ne vais pas oublier de prendre mon club un peu plus court ici. Et c'est parti. Donc là, nous sommes dans la situation où la balle est proche de la butte, ce qui m'empêche de pouvoir atteindre le green. Donc, je vais prendre un club ouvert, dans ce cas un pitching wedge, pour simplement la sortir de mon obstacle. Je vais écarter mes pieds, enfoncer, prendre mon club, je n'oublie pas, un peu plus court, et exécuter mon geste normalement. Écoute, je te remercie. Je pense que c'est une très belle démonstration et que ça va servir beaucoup à nos amis golfeurs. Oui, merci à vous. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser quand vous me croiserez sur le parcours. Et évidemment, ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Merci. À très bientôt. Voilà, bonjour Annick. Nous voilà bonjour sur le trou numéro 5 pour illustrer la règle de la balle dans le terrain de réparation. Donc, alors ce terrain en réparation, on peut le voir par la présence d'un piquet bleu au centre. Il pourrait être délimité tout autour par des piquets bleus, ou bien une ficelle, ou bien absolument rien. C'est la lisière naturelle du terrain qui délimite la zone en réparation. Par exemple ici, on voit qu'il y a une bâche. Voilà. Donc la limite du terrain en réparation se trouve là. Alors cette règle qui nous permet de nous dégager gratuitement d'une zone d'un terrain en réparation, c'est la règle numéro 16, vous pourrez aller la lire. Donc la première chose à faire, c'est de déterminer le point le plus proche de dégagement complet, c'est-à-dire que ni le club ni les pieds ne doivent être dans cette zone. On prend le club que l'on prendrait, que l'on aurait pris s'il n'y avait pas eu cette zone de réparation. C'est-à-dire là, je vais prendre un petit fer et je marque ce point P avec un T. Et à partir de ce T, zone de drop avec mon club le plus long en ôtant le capuchon. Voilà, j'ai déterminé. Donc là, tu as déterminé la zone dans laquelle tu pouvais dropper. Voilà. Après, je récupère ma balle. Que je drop. La balle est en jeu.
Donc là, j'ai mis ma balle du côté droit du terrain en réparation. Le point semble évident. Il se trouve ici. Tu poses ton club et on va déterminer de nouveau la zone dans laquelle tu vas pouvoir te dégager. La balle est en jeu. C'est bien beau, mais alors, si la balle se trouve au milieu de ta zone, c'est-à-dire à égale distance de la droite, de devant, de derrière, tout ce qu'on veut, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a toujours un point le plus proche, même si c'est à égale distance de la limite de la zone en réparation. Pourquoi? Parce que ce point le plus proche dépendra si vous êtes gaucher ou droitier. Si vous êtes droitier, le point le plus proche se situera à gauche. En face. Et on essaye de l'autre côté. Et là, du coup, se trouve le point le plus proche. Dégager complètement de la zone, le point le plus proche sera là. Donc il est évident qu'il est plus près là-bas que là. Donc la balle est bien dans la zone en réparation, mais le point le plus proche, j'ai un doute à savoir, est-ce qu'il est à gauche ou est-ce qu'il est en arrière? Et bien pour ça, pour le vérifier, nous allons mesurer. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le point le plus proche se situera donc à gauche. Alors, un autre cas de figure. On cherche la balle. Malheureusement, on ne la trouve pas. Et on est sûr, quasiment certain, qu'elle est dans cette zone en réparation. Ouais. Alors la procédure est la suivante. Mais vous devez estimer l'endroit où la balle est rentrée dans le terrain en réparation. Puisque le départ se situe là-bas, on peut dire que l'endroit estimé est ici. Et à partir de ce point-là, vous cherchez le point le plus proche de dégagement complet, donc sans poser les pieds dans la zone. Et vous déterminez ensuite votre zone de drop et vous droppez votre balle. Et la balle est en jeu. Bonjour Christian, vous êtes en démo aujourd'hui là pendant la compétition du club. Bonjour, effectivement nous sommes en démonstration aujourd'hui sur Osgore. Voilà, on va présenter nos putters Golferia qui sont des putters un petit peu avec une forme cylindrique, donc qui donnent beaucoup de roule et un toucher assez exceptionnel. D'accord, le principe donc c'est la lame qui est un peu, si on peut pas appeler ça une lame, la lame qui est donc cylindrique et qui vous permet de prendre la balle d'une certaine façon. Le concept c'est une forme cylindrique effectivement qui va très bien faire rouler la balle. Donc du coup pas besoin de forcer, pas de faire un grand stroke pour aller loin, donc juste de donner un petit stroke et la balle va rouler jusqu'au trou, même à l'intérieur du trou, et qui donne un toucher, une sensation vraiment exceptionnelle. Et tous les putters sont faits sur mesure pour qu'ils correspondent au plus proche des attentes du joueur. Là on a un équilibre parfait de la tête du club. Alors, là par exemple, ouais, on a un équilibre qui, on va dire qu'il est aujourd'hui sur un équilibre face-balance. Mais le gros avantage de ce putter-là, c'est que même si vous le mettez comme ça, il va tenir. Si vous le mettez dans l'autre sens, il va tenir aussi. Si vous le mettez comme ça, il tient aussi. Paradoxe, si je le mets par exemple là, il n'y a aucune interaction du putter sur son swing. Voilà. Le putter ne va pas influencer son swing, c'est vraiment le swing du joueur qui est respecté de bout en bout. Et alors ils sont fabriqués où ces putters? Alors ces putters sont fabriqués, conçus, usinés, développés au Pays Basque, à côté de Bayonne, entre Bayonne et Biarritz. L'usine de fabrication est à Bayonne et tout est fait sur place. Et vous distribuez dans toute la France? On distribue dans toute la France, on a des partenaires un petit peu partout dans l'Hexagone, on a aussi maintenant un petit peu au Canada, en Espagne, et on est en train d'essayer de développer sur les États-Unis ou d'autres pays européens. Très bien, on va vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup.
il y avait la plus belle épreuve sportive de l'année, le championnat du club. Nous avions un trou générationnel et qu'il avait été décidé il y a 4 ans qu'on ferait le maximum de ce qu'on peut, avec vous, pour les jeunes. Je crois qu'ils vous le rendent. Et si aujourd'hui la date du championnat a été avancée d'1 semaine, c'est pour une simple raison, c'est que ça permet aux jeunes aussi d'aller au Grand Prix de Bordeaux la semaine prochaine. Ils nous avaient dit, si c'est le cas, on fera les deux, et ils sont là. On essaie de faire une politique de jeunes. Moi, j'ai été ravi de passer ces 4 ans avec vous. Je vous remercie. Et je vous rappelle que Patrick Talon n'est pas là par hasard, puisque le championnat du club, c'est le trophée Ossegui qu'il va remettre aux gagnants. Et toujours un plaisir de voir tous nos jeunes en rouge, nos moins jeunes aussi en rouge, au bord du putting green. En tout cas, merci à tous d'avoir honoré cette compétition de votre présence. Bonsoir Loïc, tu es le capitaine de l'équipe Fagnon, l'équipe 1. Est-ce que tu peux me dire un petit peu les résultats que vous venez d'avoir, me dresser un petit peu un portrait de cette équipe, et puis quel est l'avenir, quelles sont les prochaines compètes? L'équipe d'Osgore, Fagnon retrouve la première division, donc l'équipe, l'élite 1A au niveau régional, après une victoire en finale d'accession contre notre meilleur ennemi, le derby contre Seignos. Ça a été tiré un peu, on s'est un peu tiré à boulet là lors de cette rencontre, c'était un peu sympa. Ils étaient très nombreux, ils avaient très envie de nous battre. Mais on a été un peu malin, on a été un tout petit peu plus malin au niveau de la composition d'équipe, on a un peu truqué les cartes, on avait le droit de changer les ordres. Ça s'est bien passé pour nous, les joueurs se sont super comportement on a enfin intégré un jeune, donc Gabriel, qui monte en élite, en équipe Fagnon et qui va continuer. Et on va essayer petit à petit de rentrer d'autres joueurs. On a des jeunes pousses derrière en équipe 2, en U16 qui sont derrière, et on compte sur eux pour venir prendre les places en équipe Fagnon et amener Hossegor. L'idée, c'est de essayer de ramener Hossegor en élite, c'est-à-dire en première division nationale, et ça, ce sera l'objectif, et ça va garder l'objectif. Donc les championnats auront lieu au mois de mai, ce sera sur le golf de Aix-Marseille. Nous espérons toujours que notre meilleur joueur, donc Mathis, qui est aux États-Unis, peut-être sera disponible pour cette date. Moi, je croise les doigts, j'espère vraiment qu'il sera avec nous. Alors donc une victoire due certainement à une expérience peut-être plus longue sur vos adversaires. Alors, et puis la valeur des équipiers. Nous évidemment. avions des joueurs d'expérience, c'est vrai, parce que l'équipe est essentiellement composée de joueurs qui étaient plutôt des joueurs de mid. Mais c'est vrai que nous avons joué contre des jeunes de Seignos, mais Seignos, ils ont composé une équipe avec des noms, avec des joueurs qui sont voilà. Et nous, on a répondu en équipe plutôt soudée. Et moi, j'ai l'impression que cette histoire qu'on a entre nous, on a été un peu meilleur. Et ils ont beaucoup d'individualité, mais ça n'a pas fonctionné cette fois-là. Tout le monde est content. Je pense qu'on a eu beaucoup de retours. Oui. J'ai été agréablement surpris d'avoir des retours aussi, et vraiment très surpris d'avoir des retours aussi d'autres clubs qui m'ont contacté, moi, à titre personnel, d'autres capitaines, d'autres équipes. Pour nous féliciter d'avoir gagné. Ce que je sais, c'est qu'il y avait une petite histoire qui s'est faite parce que beaucoup de joueurs de Hossegor, et tout le monde le sait, sont partis là-bas. Et donc c'est vrai que c'était un peu un retour, mais moi je ne l'ai pas vécu comme ça, je ne l'ai pas vécu comme une revanche. Moi, l'objectif, c'était vraiment de monter, de retrouver l'équipe, la division 1, le niveau 1 du régional, là où nous étions. Nous étions tenants du titre il y a 2 ans, nous avions gagné le titre. C'était vraiment anormal que Hossegor soit en deuxième division. Bon, maintenant, on revient en première division et je suis bien content. Mais écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et puis, on verra et ça. Bon golf à tous, et merci à tous, et bon journal. À très bientôt. J'espère que tout de même
que vous avez passé une bonne matinée. Oui. J'ai pensé à vous ce matin, n'est-ce pas, aux aurores. Ça s'est arrêté. J'ai vu ce ciel bien noir, bien sombre. Je me suis dit, elles ne vont jamais pouvoir faire les 18 trous. Ça va? Ça va. T'as eu une belle journée finalement là. Un temps merveilleux. Merveilleux. Un petit peu de neige, comme poisson d'avril. Tout à fait adapté à l'animation d'âme de cette année. Voilà. À chaque fois, nous avons eu un temps lamentable. Elles ont été très vaillantes. Elles ont joué en dépit de la neige, du froid, de la grêle. Bref, c'était parfait. Un applaudissement pour elle, elle le mérite amplement. Je crois que toutes, on peut la remercier de tout son dévouement qu'elle a eu pour nous pendant toutes ces années. Parce que ça a été une grosse charge. Et toujours avec le sourire, l'élégance. Et ça, je pense qu'on peut vraiment l'applaudir. Ça suffit amplement, je l'ai créé et donc 24 ans, ça fait beaucoup. Il y a des petites jeunettes au sein du club qui se sentent pleines d'allant pour prendre le relais, mais comme personne ne voulait prendre le relais, alors en définitive c'est Dominique Guiban qui assurera dans la Ringer Score que vous avez disputé avec parfois des fantaisies, n'est-ce pas? Parce que j'avais beau afficher un règlement très précis dans chaque enveloppe, avant que ce ne soit respecté, alors là, bonjour les dégâts. Hein? Bref, donc, le premier prix brut aujourd'hui a été gagné par l'équipe d'Irène Piazzone, à savoir Delacroix Eliane, Bado Hélène, Faron Véron, un grand merci à tous. Bon, alors, le magasin favori, je vais y aller, de façon à vous avoir des cadeaux pour Et c'est quand tu fais la Iris Cup, tu te rappelles?